Chapitre 2. « Tu sais, me dit Alfred, que j'étudiais la peinture lorsque mon brave homme d'oncle mourut, et il nous laissa, à ma sœur et à moi, chacun 30 000 livres de rente. » Je m'inclinai en signe d'adhésion à ce que me disait Alfred, et de respect pour l'ombre de celui qui avait fait une si belle action en prenant congé de ce monde. « Dès lors, continua le narrateur, je ne me livrai plus à la peinture que comme à un délassement. Je résolus de voyager, de voir l'Écosse, les Alpes, l'Italie. Je pris avec mon notaire des arrangements d'argent et je partis pour Le Havre, désirant commencer mes courses par l'Angleterre. Au Havre, j'appris que Dauzat et Jadin étaient de l'autre côté de la Seine, dans un petit village nommé Trouville. Je ne voulus pas quitter la France sans serrer la main à 2 camarades d'atelier. Je pris le paquebot. 2 heures après, j'étais à Honfleur et le lendemain matin à Trouville. Malheureusement, ils étaient partis depuis la veille. Tu connais ce petit port avec sa population de pêcheurs. C'est un des plus pittoresques de la Normandie. J'y restai quelques jours, que j'employais à visiter les environs. Puis, le soir, assis au coin du feu de ma respectable hôtesse, Madame Oseret, j'écoutais le récit d'aventures assez étranges, dont, depuis 3 mois, les départements du Calvados, du Loiret et de la Manche étaient le théâtre. Il s'agissait de vols commis avec une adresse ou une audace merveilleuse. Des voyageurs avaient disparu entre le village du Buisson et celui de Salnel. On avait retrouvé le postillon les yeux bandés et attaché à un arbre, la chaise de poste sur la grande route, et les chevaux paissant tranquillement dans la prairie voisine. Un soir, que le receveur général de Caen donnait à souper à un jeune homme de Paris nommé Horace de Bezeval et à 2 de ses amis qui étaient venus passer avec lui la saison des chasses dans le château de Burcy, distant de Trouville d'une 15aine de lieues, on avait forcé sa caisse et enlevé une somme de 70 000 francs. Enfin, le précepteur de Pont-l'Évêque, qui allait faire un versement de 12 000 francs à Lisieux, avait été assassiné et son corps jeté dans la Touques et repoussé par ce petit fleuve sur son rivage, avait seul révélé le meurtre, dont les auteurs étaient restés parfaitement inconnus, malgré l'activité de la police parisienne qui, ayant commencé à s'inquiéter de ces brigandages, avait envoyé dans ces départements quelques-uns de ses plus habiles suppôts. Ces événements qu'éclairaient de temps en temps un de ces incendies dont on ignorait la cause, et qu'à cette époque les journaux de l'opposition attribuaient au gouvernement, jetaient par toute la Normandie une terreur inconnue jusqu'alors dans ce bon pays, très renommé pour ses avocats et ses plaideurs, mais nullement pittoresque à l'endroit des brigands et des assassins. Quant à moi, j'avoue que je n'ajoutais pas grand foi à toutes ces histoires qui me paraissaient appartenir plutôt aux gorges désertes de la Sierra ou aux montagnes incultes de la Calabre qu'aux riches plaines de falaises et aux fertiles vallées de Pont-Audemer, parsemées de villages, de châteaux et de métairies. Les voleurs m'étaient toujours apparus au milieu d'une forêt ou au fond d'une caverne. Or, dans tous les 3 départements, il n'y a pas un terrier qui mérite le nom de caverne et pas une garenne qui ait la présomption de se présenter comme une forêt. Cependant, force me fut bientôt de croire à la réalité de ces récits. Un riche Anglais, venant du Havre et se rendant à Alençon, fut arrêté avec sa femme à une demi-lieue de Dives, où il venait de relayer. Le postillon, bâillonné et garrotté, avait été jeté dans la voiture à la place de ceux qu'il conduisait, et les chevaux, qui savaient leur route, étaient arrivés au train ordinaire à Ranville et s'étaient arrêtés à la poste, où ils étaient restés tranquillement jusqu'au jour, attendant qu'on les dételât. Au jour, un garçon d'écurie, en ouvrant la grande porte, avait trouvé la calèche encore attelée et ayant pour tout maître le pauvre postillon bâillonné. Conduit aussitôt chez le maire, cet homme déclara avoir été arrêté sur la grande route par 4 hommes masqués qui, par leur mise, semblaient appartenir à la dernière classe de la société, lesquels l'avaient forcé de s'arrêter et avaient fait descendre les voyageurs. Alors l'Anglais, ayant essayé de se défendre, un coup de pistolet avait été tiré. Presque aussitôt, il avait entendu des gémissements et des cris, mais il n'avait rien vu, ayant la face contre terre. D'ailleurs, un instant après, il avait été bâillonné et jeté dans la voiture, qu'il avait amené à la poste aussi directement que s'il eût conduit ses chevaux, au lieu d'être conduit par eux. La gendarmerie se porta aussitôt vers l'endroit désigné comme le lieu de la catastrophe. En effet, on retrouva le corps de l'Anglais dans un fossé. Il était percé de 2 coups de poignard. Quant à sa femme, on n'en découvrit aucune trace.
Ce nouvel événement s'était passé à 10 ou 12 lieues à peine de Trouville. Le corps de la victime avait été transporté à Caen. Il n'y avait donc plus moyen de douter, eussé-je même été aussi incrédule que saint Thomas, car je pouvais, en moins de 5 ou 6 heures, aller mettre comme lui le doigt dans les blessures. 3 ou 4 jours après cet événement et la veille de mon départ, je résolus de faire une dernière visite aux côtes que j'allais quitter. Je fis appareiller le bateau que j'avais loué pour un mois, comme à Paris on loue une remise, puis, voyant le ciel pur et la journée à peu près certaine, je fis porter à bord mon dîner, mon bristol et mes crayons, et je mis à la voile, composant à moi seul tout mon équipage. « En effet, interrompis-je, je connais tes prétentions comme marin, et je me rappelle que tu as fait ton apprentissage entre le pont des Tuileries et le pont de la Concorde, dans une embarcation au pavillon d'Amérique. »« Oui, continua Alfred en souriant. Mais cette fois, ma prétention faillit m'être fatale. D'abord, tout alla bien. J'avais une petite barque de pêcheurs à une seule voile que je pouvais manœuvrer du gouvernail. Et le vent venait du Havre et me faisait glisser sur la mer à peine agitée, avec une rapidité vraiment merveilleuse. Je fis ainsi à peu près 8 ou 10 lieues dans l'espace de 3 heures. Puis tout à coup, le vent tomba et l'océan devint calme comme un miroir. J'étais justement en face de l'embouchure de l'Orne. J'avais à ma droite le raz de Langrune et les rochers de Lyon, et à ma gauche les ruines d'une espèce d'abbaye attenante au château de Burcy. C'était un paysage tout composé. Je n'avais qu'à copier pour faire un tableau. J'abattis ma voile et je me mis à l'ouvrage.